Pour commencer, bonjour à tous. Merci vraiment beaucoup d'être là à ce webinaire, d'autant qu'aujourd'hui vous êtes particulièrement nombreux. On affiche complet. Donc je suis ravie. Donc je me présente, je m'appelle Cindy Bétan, je m'occupe du marketing d'influence chez Cision. Et le sujet du jour, c'est quelle stratégie média pour devenir une marque influente et appréciée. On va voir ça avec un expert, je le présenterai tout de suite après. Avant toute chose, j'aimerais savoir, dans notre audience du jour, qui connaît Cision, l'entreprise Cision. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire travailler un petit peu et ben, je vais vous lancer le sondage et je vous laisse 3-4 secondes pour répondre si oui ou non vous connaissez l'entreprise Cision. Ah mais écoutez, ah bah, on peut pas faire plus équilibré. Eh bien, merci aux 50% qui nous connaissent et qui nous suivent. Et quant à l'autre moitié de l'audience, je vais me permettre quand même de vous dire qui est Cision et ce qu'on fait et pourquoi on fait ces webinaires et pourquoi on est là aujourd'hui. Donc Cision, c'est une plateforme pour les relations presse, les relations médias et l'influence. Donc peut-être que vous ne connaissez pas Cision, mais en fait le groupe Cision en France, c'est des solutions qui sont peut-être un petit peu plus connues, comme par exemple Hors Antenne, Data Presse, l'Argus de la presse. Et en fait, le groupe Cision essaye de proposer tout un éventail de solutions pour répondre à vos besoins de visibilité média, de notoriété, de réputation. Donc vous avez une plateforme qui contient des fichiers journalistes et influenceurs, de la diffusion de communiqués de presse, des plateformes qui vont aller jusqu'à l'identification de nouveaux influenceurs et des solutions de veille média, et puis aussi des outils avec notamment l'Argus de la presse qui vont vous permettre d'avoir de réelles revues de presse et puis des services d'analyse pour pouvoir mesurer finalement vos campagnes de relations médias. Donc voilà, je vais faire vite, c'est pas pour ça que vous êtes connectés, mais Cision, c'est finalement que vous connaissiez. Je vais pas refaire un sondage pour savoir, mais ce sont des marques assez connues en France et notre mission, c'est vraiment de vous proposer tout un panel de solutions pour que vous puissiez développer votre visibilité dans les médias. Et donc, dans ce contexte-là, aujourd'hui, on vous propose un webinaire sur justement quelle est la stratégie média à adopter pour devenir une marque influente et appréciée. Comment on s'y prend, quel type de contenu, quel type de diffusion, qu'est-ce qu'il faut changer finalement dans votre stratégie, quelles sont les parties prenantes qu'il faut engager pour arriver à être successful dans sa stratégie média. Et puis, pour parler de ce sujet, on est vraiment très content aujourd'hui, voire même très fiers, d'accueillir un expert en la matière, j'imagine que vous connaissez tous, qui s'appelle Olivier Simelière. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Olivier, je vais quand même te décrire un petit peu, même si je pense que les personnes de l'audience te connaissent. Donc, Olivier est un ancien journaliste, presse et radio, qui s'est petit à petit mis plutôt dans du côté de la communication, donc 25 années de communication, donc que ce soit en termes de stratégie de com, de gestion de réputation, d'influence, de stratégie de contenu. Et puis, tu es aussi donc l'auteur d'un blog, le blog du communicant, qui parle un petit peu de toutes ces choses-là, avec une grosse pincée finalement de digital et de comment on fait à l'heure du web social pour adapter sa stratégie de relations médias. Et puis au-delà du blog, aussi auteur de livres, puisque tu as écrit 2 livres, journaliste, nous avons besoin de vous, et manager par les numériques, booster votre communication. Et puis aujourd'hui, écoute, tu as fondé ta boîte, Heuristique Communication, ce qui ne surprendra personne, qui est une boîte de consulting
pour les sociétés qui ont besoin de prendre ce virage du digital, de nouvelles stratégies de communication, mais aussi les sociétés qui ont besoin d'e-réputation, d'arriver à justement formuler une stratégie pour paraître meilleure finalement aux yeux du grand public. J'espère t'avoir correctement décrit. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à rajouter. Non, c'est tout à fait ça, c'est bien résumé. Bon, et ben tant mieux. Et ben écoutez, je vais arrêter de parler parce que c'est pas moi que vous attendez. Alors je vais tout de suite laisser la main à Olivier pour justement nous parler de stratégie média pour devenir une marque influente. Bon, et ben bienvenue et puis merci de vous être inscrits. On va effectivement faire un tour d'horizon relativement rapide, mais par la suite, s'il y a d'autres questions, même offline ou par email, je pourrais répondre. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est comment devenir en effet influent, apprécié dans un écosystème qui a énormément bougé. Et la première problématique à laquelle finalement tous les communicants sont confrontés, qu'il s'agisse de marques ou d'enseignes corporate, c'est que la réputation n'est plus contrôlable à 100%. C'est devenu, comme montre cette image, une équation plutôt complexe, plutôt instable. On va voir pourquoi dans quelques instants. Alors qu'avant, je ne vais pas dire que le métier était simple, parce que ça requérait des expertises, des compétences, mais les canaux étaient relativement plus identifiables et plus maîtrisables. Aujourd'hui, on est vraiment dans un système qui ressemble un petit peu au mobile de Calder. Ça bouge tout le temps et ça nécessite une grande agilité. Alors, ça nécessite déjà, pour nous communicants, avant de mettre en branle des stratégies, de changer un petit peu nos états d'esprit, notre manière de fonctionner. C'est pas toujours facile, en effet, parce que pendant des années, on avait des réflexes acquis. Et avec l'irruption de tout un tas de nouvelles parties prenantes, de gens qui s'expriment, on a maintenant une autre attitude qui est requise de tous ces publics. La première étant, se cacher n'est plus une option. J'ai repris ces 5 points d'un expert consultant canadien, Tom Liakas, qui conseille des entreprises du classement Fortune 500 au Canada et aux États-Unis, et qui surtout présente la particularité d'avoir été avant un ancien activiste digital pour défendre l'environnement. Donc il connaît les deux facettes et il a très bien résumé dans un petit manifesto qu'il avait sorti il y a 3-4 ans les 5 principes à intégrer, dont le premier, se cacher n'est plus une option. Certains ont encore le réflexe de se dire finalement, si on veut pas être embêté, ne soyons pas trop sur les réseaux ou voire pas du tout. Ce n'est pas une option parce que être absent, c'est prendre le risque déjà de donner l'impression qu'on a quelque chose à cacher. Ensuite, deuxième posture, deuxième principe à intégrer, apprendre à écouter, effectivement. Là où avant on avait des messages beaucoup plus verticaux et qui étaient dans une diffusion de masse, aujourd'hui on a le feedback en direct et même si on ne le sollicite pas, on l'a quand même. Ce qui découle de ces 2 points, c'est qu'on n'a plus le contrôle exclusif du message, puisque ce message est commenté, mais on a également des messages nous concernant qui sont écrits par diverses personnes, sans qu'on leur demande rien, qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours en ligne avec ce que nous, on aimerait communiquer comme réputation et comme image. Deux derniers points importants, l'humanisation, même si on est dans le domaine du virtuel, du digital, c'est important d'avoir un ton sympathique, à l'écoute, qui est proche de ses publics, et puis surtout parler d'égal à égal. Ça, c'est vraiment la culture, c'est peut-être le point clé d'ailleurs des médias sociaux, c'est cette culture du peer-to-peer, comme on dit en anglais. On parle d'égal à égal, même si on est un expert, même si on est un dirigeant, même si on est un DIRCOM, il y a un dialogue beaucoup plus direct qui s'installe par rapport aux années passées. Ça suppose donc des postures, une humilité, savoir admettre qu'on n'a pas toutes les réponses forcément. L'authenticité aussi est beaucoup requise. L'information attendue doit être concrète et généralement assortie de preuves également, parce que vous
dans votre exercice quotidien, vous avez dû noter qu'il y a toujours des gens qui vont aller vérifier ce que vous dites, si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment une annonce qui est suivie des faits ou un simple effet d'annonce et plus rien derrière. L'ouverture, accepter aussi que d'autres partis puissent parler en notre nom, et on verra qu'on peut avoir aussi des alliés, il n'y a pas que des ennemis sur les réseaux sociaux, bien au contraire. La bonne volonté, montrer qu'on traite les problèmes, qu'on est à l'écoute, encore une fois, et qu'on n'est peut-être pas parfait, mais qu'en tout cas, on va dans le sens de, on veut être une marque appréciée, on va essayer d'apporter le meilleur service, la meilleure valeur ajoutée en termes de contenu. Et puis bien sûr, la générosité partagée avec l'écosystème, mais aussi, pourquoi pas, de temps en temps, associer aussi certaines personnes qui sont volontaires, qui sont motivées pour participer à la rédaction de contenu, à diverses choses. Voilà pour ce petit préambule sur les postures, mais c'est vraiment important parce que parfois on a le piège de on va tout de suite vers l'outil, mais on oublie de changer l'état d'esprit. Or, l'outil est hyper indispensable, et un outil comme Cision en est la preuve, mais ça suppose effectivement qu'on s'imprègne aussi soi-même de cette culture digitale. Alors Olivier, désolé, tu vas avoir plein de questions, je pense, parce que ça a commencé. Juste une petite question sur ce que tu viens de nous dire. Ces postures finalement à adopter. Oui, les communicants doivent les adopter, mais est-ce que finalement c'est pas le chef d'entreprise qui doit aussi justement prendre cette posture, ou c'est toute l'entreprise, comment on fait? Bien sûr, c'est toute l'entreprise, enfin en tout cas toutes les personnes qui sont amenées à être porte-parole à un moment donné. Alors le dirigeant par essence l'est, mais on peut avoir aussi des experts maison. Et le communicant est peut-être encore plus en première ligne car c'est souvent lui qui va constituer un petit peu le catalyseur de ce changement et aider justement les dirigeants, les experts à eux-mêmes adopter ces nouvelles postures auxquelles ils ne sont pas forcément habitués parce que précisément dans les années passées, ils parlaient justement avec un statut de plus d'autorité scientifique, politique, économique. Là où aujourd'hui, on doit être vraiment plus dans une approche directe au contact des publics. Merci. Alors, je vous propose de continuer parce que justement, on va regarder un petit peu quel est ce contexte. Et on est, la première chose, c'est qu'on est dans une désintermédiation accélérée de l'information. Comme je vous disais en introduction, auparavant, on avait plutôt une diffusion de l'information lorsqu'on faisait des relations presse assez verticales et plutôt classiquement ciblées, avec des leaders d'opinion, des journalistes, des médias pros, des médias généralistes, etc. Parfois quelques experts ou autorités de tutelle pour ceux qui sont dans le B2B, mais on avait des publics plutôt bien identifiés et avec des canaux qui étaient souvent les mêmes, ou en tout cas qui changeaient assez peu. Depuis que les médias sociaux sont vraiment devenus des canaux d'expression et sont même intégrés au quotidien de beaucoup d'entités, eh bien c'est devenu un petit peu ce schéma-là. Ça part dans tous les sens. L'info surgit à tout moment via différents types de canaux. Et c'est pour nous, effectivement, ça complexifie largement la tâche parce qu'il faut essayer de capter un maximum, d'avoir cette approche omnicanale. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être absolument sur tous les réseaux sociaux qui existent, mais il faut être présent sur les terrains où vos cibles prioritaires existent. Mais tenir compte effectivement que la circulation de l'information n'est plus aussi linéaire qu'elle pouvait l'être avant. Ça, c'est le premier point vraiment intégré. Le deuxième, et qui est corrélé au premier d'ailleurs, c'est que comme tout le monde est devenu émetteur d'informations, on a ce qu'on appelle, maintenant le mot est bien connu, l'infobésité et la difficulté de capter l'attention des publics, d'être visible auprès d'eux, puisqu'ils sont sans cesse sollicités par des notifications, par des mails, par tout un tas de canaux auxquels ils sont abonnés. Il faut arriver à capter cette attention, et cette attention est de plus en plus diluée. Une récente étude de Microsoft disait que pour accrocher quelqu'un, on avait à peine 8 secondes aujourd'hui en moyenne, notamment pour les jeunes générations qui décrochent encore plus vite. Donc si on n'a pas la bonne info au bon moment, dans le bon format,
eh bien, on risque de perdre ces publics. Donc ça, c'est un deuxième challenge très compliqué, mais atteignable, hein, c'est capter l'attention des publics. Ces publics, justement, ils se sont extrêmement diversifiés. Et on est passé vraiment d'une autorité sociale où vous aviez avant le journaliste, vous aviez le scientifique, l'universitaire, le politique qui parlait un petit peu du haut de son statut, à une influence beaucoup plus individuelle, avec tout un tas d'acteurs qu'on regroupe sous le nom aujourd'hui d'influenceurs. Mais vous avez eu dans un premier temps les blogueurs qui restent encore influents, peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines comme la mode, comme les médias, comme la politique, etc. Vous avez des gens influents, vous avez bien sûr les YouTubers, les Instagrammers, c'est plus récent, mais c'est devenu un canal très puissant. Et puis parfois, selon les secteurs, vous avez aussi des réseaux un peu plus confidentiels, mais qui ne sont pas pour autant moins intéressants. En tout cas, on s'adresse de plus en plus à des individus ou des tout petits groupes qui, eux, peuvent derrière activer des communautés qu'on ne toucherait peut-être d'ailleurs pas en direct. Autre complexité, et oui, on est vraiment dans un monde digital qui n'arrête pas de bouger, c'est que ce monde-là s'est multiplié, mais est également instable et volatile. Un influenceur d'aujourd'hui ne sera peut-être plus l'influenceur de demain, et inversement, des influenceurs montent tout doucement et vont progressivement gagner de la part de voix, là où d'autres vont s'effondrer ou tout simplement décider d'arrêter parce qu'ils n'ont plus envie de bloguer, ils n'ont plus envie de partager. Et ça requiert pour nous, communicants, d'être sans arrêt justement en veille, de bien connaître notre écosystème, de savoir qui dit quoi, qui est vraiment influent, à quel moment, pour pouvoir justement en permanence ajuster nos propres canaux et nos propres partages d'informations. Alors, ça répond à une question de Jean-Baptiste, Olivier, qui me demandait, quand vous dites écosystème, de qui vous parlez, mais justement, dans ce contexte-là, quand on dit écosystème, c'est des clients, c'est des influenceurs, des consommateurs, de tous les publics, quoi. C'est vraiment tous ceux que vous pourriez toucher. Exactement, et j'inclus même l'interne, parce que ça peut sembler paradoxal, mais l'interne s'exprime aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez des salariés qui parlent spontanément de leur entreprise, et encore une fois, pas forcément en mal, au contraire, qui sont très fiers aussi de parler de certaines activités. Donc, eux aussi sont dans cet écosystème. C'est vraiment, en fait, tous les gens, les acteurs qui gravitent autour de l'entreprise ou d'une marque, d'un produit, d'un service. J'ai Aurélie qui me pose la question. Bon, moi j'ai ma petite réponse, mais tu n'auras certainement pas la même. Enfin, peut-être pas. Comment on identifie ses influenceurs finalement? Alors ça, c'est une excellente question, effectivement. Il y a de grands débats. Au début, beaucoup avaient tendance à identifier les influenceurs uniquement par la taille de leur communauté. Ça peut être un critère, effectivement. Mais pour parler franchement, c'est très bien qu'il y a des petits malins qui savent faire gonfler des pseudo-communautés en ligne qui ne sont pas toujours de vraies communautés influentes, en dépit des chiffres qu'ils affichent. Ça passe par justement des outils de veille, de filtrage. Cision aide énormément d'ailleurs dans ce domaine-là. Et puis après, il y a une analyse, j'ai envie de dire, manuelle à faire. C'est une fois qu'on a filtré, on a vraiment gardé l'essence de ce qui nous semble être les vraies clés d'influence, les vrais carrefours d'influence. C'est regarder ce que disent ces gens et puis de regarder un petit peu comment ils interagissent aussi entre eux, parce que bien souvent ces influenceurs, comme ils parlent d'une même thématique, ont des relations, ont des conversations qui peuvent être très intéressantes pour une marque de s'y insérer, d'apporter des choses en plus. Merci Olivier. Et ça me fait enchaîner justement très bien avec le slide suivant, puisque l'accès à l'information se démocratise. J'ai pris l'exemple d'une initiative qui a démarré maintenant il y a 5-6 ans, qui s'appelle Open Food Facts. C'est une sorte de Wikipédia qui a pour objectif de rassembler toutes les informations nutritionnelles des produits vendus dans les grandes surfaces. Alors vous allez me dire, c'est un sacré chantier, mais aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de bénévoles
qui spontanément alimente cette base de données qui est très structurée, qui marche très bien, qui permet de faire plein de choses comme vous pouvez le voir, et qui produit une information justement qui est en plus de ce qu'on pouvait avoir traditionnellement avec les magazines consuméristes, avec les informations émises par les marques, avec les informations émises par les autorités. Donc on voit vraiment que l'information s'est vraiment élargie même en termes de production. Et ça va très loin puisque cette base de données a tellement eu de succès qu'elle a donné naissance à une application que certains d'ailleurs connaissent peut-être si vous faites vos courses, qui s'appelle Yuka et qui permet notamment, lorsqu'on est dans le supermarché, de comparer des produits pour savoir lequel est nutritionnellement plus intéressant et je dirais plus sain par rapport à d'autres. Il y a la même chose dans les cosmétiques d'ailleurs maintenant. Exactement, mais c'est quelque chose qui va de toute façon se développer et les marques et les entreprises commencent justement à s'y intéresser puisque dans le même esprit, Système U a annoncé le mois dernier qu'il allait aussi travailler de concert avec la base Open Food Facts pour développer et lancer prochainement au troisième trimestre de 2018 sa propre application qui permettra également à ses clients de mieux comprendre la composition des aliments qui sont en vente dans leur rayon. Donc on voit vraiment qu'il y a un côté bilatéral des relations très fort dans la circulation de l'information et que ces publics ne sont plus seulement des publics passifs, mais vraiment des acteurs impliqués, pas tous, mais ces acteurs, eux, ont des communautés derrière qu'il convient de toucher lorsqu'on est une marque ou une entreprise. Pour résumer, les parties prenantes, donc ces fameuses acteurs, entités qui gravitent autour et dans l'entreprise, sont de plus en plus entendus, écoutés et regardés par les journalistes. On va le voir dans un instant sur un autre slide. J'ai essayé de les classer pour vous dire, pour vous donner un petit peu plus concrètement à quoi ils pouvaient ressembler. La liste n'est pas exhaustive, elle bouge, mais en gros, on a les ONG qui existaient déjà auparavant, mais qui ont été vraiment parmi les premières à s'emparer des canaux digitaux justement pour avoir des vraies stratégies de communication. Parfois, il y a des choses dont on peut s'inspirer. Il y a bien sûr les fameux lanceurs d'alerte qui viennent souvent de l'interne d'ailleurs. Il y a aussi, alors désolé pour l'anglicisme, mais j'ai pas trouvé la traduction exacte en français, les insider threats, les gens qui profitent des réseaux sociaux pour en tout cas parler de choses plutôt dérangeantes, voire se venger, voire faire des chantages. Ce sont des choses aussi qui malheureusement parfois existent. Autre phénomène, les pétitions en ligne, ça je pense que vous connaissez, mais ça peut être des canaux intéressants aussi à suivre pour des marques et des entreprises. Les avis consommateurs, évidemment, les portails de notation qui se développent aussi dans divers secteurs de plus en plus. Et puis un point très important, bien le cyberhacking, un point qu'on a tendance un peu à minorer parce que les attaques informatiques, on a tendance à les réduire souvent à un problème d'informaticien. Oui, techniquement, ça l'est, mais en termes de réputation, en revanche, le communicant doit être en première ligne aussi pour gérer, parce qu'une entreprise qui se fait dérober ses données, et une des plus connues d'entre elles récemment, Facebook, vous avez pu voir la crise que ça a généré derrière, une crise de confiance, une crise réputationnelle, et la communication justement de Facebook a été très fluctuante sur le sujet, et elle n'a pas forcément aidé à redonner confiance. Donc ces points-là, malheureusement, vont augmenter à mesure que d'ailleurs nous sommes de plus en plus connectés via divers appareils. Voilà le contexte. Ça me semblait important de vous brosser un petit peu ce paysage, certes rapidement, mais c'est ce qui va présider ensuite à monter justement des stratégies, puisqu'on est aujourd'hui dans une circulation de l'information. Alors ça, je ne vous l'apprends pas, mais je le redis quand même parce que c'est un point important. Une information qui se propage immédiatement et à l'échelle planétaire, potentiellement sur des sujets. Alors le record sur Twitter est le fameux "Je suis Charlie" qui s'est propagé en quelques heures avec plus de 3,4 millions de tweets autour de cette malheureuse épisode. Mais on a également l'avènement de ce qu'on appelle le live event. Alors la première application
qui a permis de faire le live event vidéo, c'était Periscope, qui existe toujours d'ailleurs sur Twitter, et bien sûr le Facebook Live, qui permet en effet d'emblée de redistribuer un événement qui se déroule ou de témoigner sur quelque chose dont on est le témoin ou l'acteur, et d'alerter des publics qui sans cela n'auraient peut-être pas été au courant. Autre point important à comprendre, le buzz permanent. Vous avez des acteurs qui en permanence vont chercher effectivement à frapper l'opinion, à jouer sur les émotions, à vraiment essayer d'émerger justement dans ce contexte d'infobésité pour sensibiliser sur une cause, sur un projet, sur diverses choses. J'ai pris l'exemple là de l'association de défense de la cause animale L214, qui depuis 2 ans fait beaucoup parler d'elle, puisque elle régulièrement met en ligne des vidéos prises dans des élevages, prises dans des abattoirs, etc., montrant des animaux bien qui sont maltraités, et les viralise sur les réseaux sociaux pour alerter justement le public, et souvent en s'appuyant maintenant avec des personnalités connues, comme la dernière en date, qui était Sophie Marceau pour l'élevage en cage des poules. Donc on voit que vraiment, on est dans un écosystème extrêmement dynamique qui va très vite, et qui surtout, paradoxalement, se souvient. Parce que, effectivement, une crise peut apparaître très vite et disparaître très vite sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, qui est encore aujourd'hui le principal catalyseur de ces crises. Mais les traces restent. Et la photo de cette jeune femme, je pense que pour les adeptes, en tout cas de l'émission The Voice, eh bien, vous la connaissez. C'est une jeune candidate qui était tout près d'atteindre les dernières étapes de la compétition. Elle s'appelle Ménel. Elle était très appréciée, et jusque-là, tout allait bien pour elle. Elle avait beaucoup de supporters, jusqu'à ce que des gens, des tweetos, des internautes fouillent à peu près dans le passé digital de cette jeune femme et dans son compte Twitter, et exhument des vieux tweets d'il y a 2 ans, où effectivement elle avait eu des commentaires, on peut dire plutôt déplacés, sur l'attentat de Nice qui avait fait plus de 90 morts sur la promenade des Anglais, et les gens ont exhumé ça. Et là, tout de suite, la polémique est partie. Vous avez quelqu'un comme Françoise Laborde, qui est une membre du CSA et ex-journaliste, qui a tout de suite réagi en interpellant carrément l'émission The Voice, en interpellant TF1, en interpellant Ara Aprikian, qui est le directeur des programmes, et en interpellant bien sûr Nikos Aliagas. Et la conséquence de cela, eh bien, c'est que dans les jours qui ont suivi, TF1 a demandé à la jeune femme de se retirer de la compétition, car c'était toute la réputation de l'émission qui pouvait être potentiellement menacée, puisque The Voice a plutôt un caractère familial, consensuel, et qu'une candidate clivante, même si elle s'est excusée pour ses propos en disant que elle était plus jeune, elle n'avait pas forcément réfléchi à l'impact de ce qu'elle disait et écrivait, elle a dû quand même se retirer. Et ça, cette empreinte digitale, elle est extrêmement importante à intégrer dans nos stratégies, parce que ce que l'on dit peut nous être après ressorti 6 mois, 1 an, 2 ans, 6 ans plus tard. Les politiques, d'ailleurs, en savent régulièrement quelque chose, puisqu'ils se font systématiquement tacler avec des vieux tweets qu'ils avaient faits, et où on voit souvent qu'ils disent le contraire de ce qu'ils disent maintenant. Alors, Olivier, je me permets de te couper parce que j'ai une remarque de Laurent qui est intéressante et qui colle vraiment bien dans le sujet. Tu dis effectivement que ça reste, que c'est important, ces histoires d'image d'entreprise pour la santé future de l'entreprise. Et en même temps, Laurent nous fait remarquer que il parle de schizophrénie du consommateur, puisque effectivement il y a une crise de confiance, Facebook, ça nous a tous un petit peu l'histoire de ces données perdues. Et pour autant, ils font quand même de la croissance. Je connais pas les audiences de The Voice, mais finalement, malgré ça, j'imagine que le programme se porte toujours bien. Donc, dans quelle mesure vraiment cette question d'image, finalement, est-ce que ça reste vraiment, ou est-ce que finalement, concrètement, les gens changent pas leurs habitudes pour autant?
Il y a clairement une vraie schizophrénie. On est tous d'ailleurs plus ou moins incohérents entre nos actes et nos discours, hein. Entre les gens qui vont interpeller une marque et voilà. Et pour autant, ils vont continuer à la consommer, même s'ils lui ont tapé dessus 4 jours avant. Alors tout dépend après la profondeur du problème, le caractère de ce qui est reproché, mais il y a clairement cette schizophrénie. On n'aura jamais un alignement parfait des planètes dans une communication. Le tout est de savoir que voilà, les gens peuvent être paradoxaux et d'en tenir compte parce que parfois même des bonnes intentions que l'on veut communiquer peuvent être perçues de manière tout autre et déclencher des crises. Et là, je me trompe peut-être, Olivier, mais aussi là on parle de marques très très fortes. Voilà, oui. Facebook, TF1. Nous, enfin je dis nous, je parle de notre audience où on est dans la communication, on n'a peut-être pas tous la chance de travailler pour une marque aussi forte, notamment pour les marques en B2B. Hein. Diana nous fait remarquer qu'au niveau du B2B, il se passe pas exactement ça. Mais ce que je veux dire, c'est pour nous qui avons une marque peut-être carrément moins forte, justement, ces problèmes d'image et d'irréputation peuvent aller beaucoup plus loin parce que notre client n'aura aucun problème à dire je vais voir ailleurs. Donc c'est pour les marques fortes, c'est peut-être plus simple finalement. Alors effectivement, on peut avoir le sentiment que ça ne concerne que les très grandes marques, les B2C qui touchent des millions et des millions de personnes. Ce serait une erreur de croire que le B2B est à l'abri. Ça touchera peut-être potentiellement des publics moins nombreux, mais beaucoup plus attentifs, puisque dans le B2B, justement, la relation est paradoxalement plus forte. On est vraiment dans des relations clients-fournisseurs. Je vais prendre un exemple tout récent, puisqu'il date d'hier. C'est l'entreprise, le grand cimentier Lafarge-Holcim, qui vient d'être mis en examen en tant que personne morale pour la fameuse affaire de la cimenterie en Syrie qui a continué de tourner alors que Daesh avait conquis le territoire. Et apparemment, des pots de vin avaient été versés. Ça peut complètement susciter la méfiance ou même le rejet sur des questions de valeurs éthiques et morales de certains clients de Lafarge. Alors certes, ça ne touchera pas Madame Michu ou Monsieur Lambda dans son quotidien parce que, à moins d'être un propre bâtisseur, on achète rarement des sacs de ciment. Mais en revanche, les gros clients de Lafarge, eh bien, peuvent se poser des questions en disant mais est-ce que cette boîte est finalement éthique? Est-ce qu'on continue à travailler avec eux? Parce que par répercussion, travailler avec des acteurs qui ne sont pas forcément éthiques peut entraîner aussi un brouillage de votre propre réputation. Donc, personne n'est vraiment exempt. Après, ça se joue sur des publics et des sphères différentes. Dernier point, on en parle beaucoup depuis l'élection de Donald Trump, les fameuses fake news. En fait, les informations manipulées ou déformées. En soi, le phénomène n'est pas nouveau, ça existe depuis que l'humanité existe. Il y a toujours eu cette volonté de parfois tordre la vérité ou la réalité pour poursuivre certains buts. Ce qui est nouveau, c'est que les réseaux sociaux leur ont donné une ampleur inégalée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une étude faite par 3 scientifiques, alors sur plusieurs années, 3 scientifiques canadiens et qui a été publiée dans la revue Science en mars 2018, montre justement que les fake news ont tendance à se propager malheureusement plus vite que des informations véridiques avérées. Donc ça c'est un point. Alors je vous liste rapidement, comme on n'a pas trop de temps, je ne vais pas tout détailler, mais ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est que malheureusement les infos fausses ont tendance à plus facilement et plus rapidement toucher et influencer les personnes que les informations avérées, tout simplement parce qu'elles font souvent appel à des ressorts émotionnels, et ça on le connaît très bien d'ailleurs, même dans les situations classiques de RP. Avoir un discours rationnel lors d'une crise peut être utile pour expliquer certaines choses, mais si on ne se cantonne qu'à ça, on est souvent face à des publics qui, eux, sont dans l'émotion, dans la réaction, et on peut induire comme ça des distorsions dans la compréhension des uns et des autres. Donc le phénomène des fake news, il faut en tenir compte car aujourd'hui, c'est encore peu répandu en France, mais aux États-Unis,
les entreprises, les grosses entreprises sont régulièrement victimes de ce genre d'attaques. Vous avez notamment Starbucks, Microsoft, Netflix, qui régulièrement se voient envoyer à la figure des fausses nouvelles. Notamment Microsoft, pendant un moment, sa console de jeu Xbox était accusée de faire sauter automatiquement les CD de jeux qui étaient insérés dans la console et d'avoir tranché la gorge d'un garçon. Alors c'est une histoire complètement bidon à inventer, et pourtant c'est une histoire qui continue de circuler sur les réseaux sociaux et que Microsoft a toutes les peines du monde à éteindre régulièrement. Alors ils l'éteignent, mais ça se réactive ailleurs. C'est un point à surveiller. Et c'est un point à surveiller d'autant plus qu'aujourd'hui, et Cision, dans sa dernière étude sur les journalistes et la manière dont ils travaillent avec le digital, eh bien, le montre très clairement. Les journalistes utilisent aujourd'hui majoritairement les réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs motivations. Il y a déjà mettre en avant leur propre production, leurs articles, leurs reportages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également de trouver des nouvelles sources d'informations, et notamment sur Twitter, car ils savent que sur Twitter, c'est là que s'expriment des influenceurs ou des groupes influents, et que ça peut être potentiellement pour les journalistes eh bien des interlocuteurs qui vont pouvoir être ensuite sollicités et alimenter leur propre reportage. C'est vraiment important maintenant de savoir et d'intégrer le fait que les journalistes travaillent énormément en surveillant les réseaux sociaux, Twitter étant de loin le premier. Après, selon les secteurs, ça peut être aussi Instagram, notamment pour tout ce qui est presse people. C'est très surveillé, ça peut être YouTube et dans une moindre mesure Facebook et parfois LinkedIn. Alors sur ces questions, ben voilà, parfait. Alors Olivier, j'ai des questions très pratico-pratiques. J'ai une première question de Sylvain. Là, on a vu, en ce qui concerne notamment les journalistes, qu'ils étaient énormément sur les réseaux sociaux. Donc, nécessairement, si on veut être vu par le journaliste, il faut qu'on y soit. Et du coup, ça a un vrai intérêt finalement que le dirigeant d'entreprise s'exprime lui-même sur les réseaux sociaux. Ça peut intéresser le journaliste justement. Tout à fait, tout à fait. Alors même s'il faut pas tomber dans la systématisation à outrance et de dire le dirigeant doit absolument avoir un compte Twitter, ça va dépendre aussi du secteur d'activité. Par exemple, des dirigeants travaillant dans des secteurs sensibles, je pense à l'armement, des choses comme ça, c'est plus compliqué, il faut y aller à pas compter et ça suppose déjà bien connaître son écosystème avant pour savoir si c'est opportun ou pas d'avoir son dirigeant. Et du coup, toujours est-il, oui, pardon. Oui, pardon, toujours est-il que l'intérêt d'avoir un dirigeant qui s'exprime, c'est intéressant en effet pour les journalistes, mais c'est intéressant aussi pour les publics qui sont intéressés par la thématique ou les thématiques que porte l'entreprise. Je prends un exemple tout simple. Le PDG de Nestlé France, Richard Girardot, depuis plusieurs années, a un blog et un compte Twitter sur lequel il prend des positions très claires, notamment sur les querelles régulières qui existent entre la grande distribution et l'industrie alimentaire. Et là, eh bien, il se sert de ces canaux pour pousser cette problématique qu'il pousse par ailleurs aussi auprès de la presse économique, mais il dédouble vraiment cette prise de parole pour essayer de rassembler des communautés qui vont aller au-delà justement des journalistes, mais qui pourront également elles-mêmes interagir avec les journalistes. On est dans ce schéma que je vous ai montré au tout début, de cette circulation de l'information qui semble partir finalement dans tous les sens, mais on est plutôt dans un contexte un petit peu de tous les chemins mènent à Rome, même si les chemins peuvent être différents. Et pour poser exactement la question de Sylvain, du coup, c'est quoi ton argument massu pour convaincre le dirigeant justement de plus s'impliquer dans la com, de plus de prendre la parole avec des tribunes, des billets? Et est-ce que toi, dans les entreprises que tu as conseillées, ça t'est arrivé de dire mais monsieur le patron, c'est à vous de montrer l'exemple, de donner le ton, et comment tu l'as convaincu? Alors, il n'y a pas de recette magique parce qu'il y a un facteur très humain qui a rien à voir avec le digital cette fois,
et qu'on retrouvait déjà auparavant quand il s'agissait de convaincre un patron d'aller sur une radio, une télé pour témoigner, c'est sa personnalité. Vous allez avoir des gens qui sont spontanément convaincus et qui ont envie de s'exprimer, parfois trop d'ailleurs, ceux-là il faut plus les canaliser, et puis d'autres en revanche, en effet, qui préfèrent rester dans l'ombre, voire ne jamais s'exprimer. L'exemple extrême étant le PDG de Lactalis, et on a vu les résultats d'ailleurs que ça a donné lorsqu'il y a eu une crise sur l'un de ses produits. Il n'y a pas d'élément forcément magique pour convaincre un dirigeant. Il y a quand même un point qui peut les intéresser, enfin deux, c'est de les quand même positionner eux-mêmes à titre professionnel et pour leur propre image professionnelle comme des experts de leur secteur, des influenceurs, ça c'est la première chose. Voilà, en termes d'opinion. Et puis la deuxième chose, c'est l'avantage aussi de pouvoir répondre et désamorcer très rapidement lorsque parfois vous êtes interpellé à tort ou accusé de choses complètement fausses. On peut tout à fait couper court et répondre. Un exemple, la fameuse vraie fausse mort de Francis Bouygues il y a 2-3 ans, qui avait duré 25 minutes sur les réseaux sociaux, a été interrompue lorsqu'un tweet de Martin Bouygues a été envoyé en disant non, je vais bien, tout ça n'est qu'une malencontreuse, une très malheureuse erreur. Donc voilà, ça peut être des arguments pour essayer de les aider. Après, ce que je conseille, c'est vraiment d'y aller doucement, de pas forcément tout de suite forcer, de faire cette évangélisation, de leur montrer des exemples qui vont sans doute les inspirer et qui déclencheront après probablement l'envie d'y aller. Merci. Alors j'ai une autre question très pratico-pratique sur un autre domaine. Là, on parle relations journalistes. Comment on fait dans le B2B? Quelle stratégie média on doit utiliser quand on est dans le B2B pour améliorer ses relations avec les journalistes, avec les influenceurs, alors que nos produits sont très techniques? Tu nous disais que l'émotion, finalement, ça faisait des messages qui se diffusaient mieux que les autres messages. Mais quand on est dans le B2B, c'est possible? Et c'est possible. Et ben là, je vais citer finalement une de mes propres expériences. Lorsque j'étais chez Ericsson, j'étais moins dans la partie B2B, c'est-à-dire infrastructure réseau mobile, réseau fixe, la fibre, la 3G puis la 4G. Donc des produits qui effectivement n'intéressent pas le commun des mortels, même si au quotidien ça leur permet de communiquer, et effectivement des produits très complexes et très techniques. Donc à première vue, on se dit ça va être compliqué de vendre ça. Et pourtant, on a été sur les réseaux sociaux, on a ouvert un blog qui existe encore, on a ouvert un Twitter, un LinkedIn. Et ce qu'on a fait pour rendre nos produits plus concrets, plus, j'allais dire touchants, mais en tout cas plus interpellants, eh bien, c'est de raconter les usages que nos produits permettent de faire naître pour divers acteurs, que ce soit des consommateurs lambda, par exemple virer de l'argent via son smartphone. Eh bien, Ericsson vendait des applications pour les opérateurs en ce sens-là. Ça peut être des exemples comme ça. Ça peut être d'autres exemples. Voilà, de montrer en tout cas comment nos produits techniques ce qu'ils peuvent amener de concret à la société, aux usages quotidiens. Du storytelling et pas de la description produit. Voilà, si on reste sur vraiment la pure description produit, là, on risque de passer à côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille plus la faire, mais cette description doit plutôt être faite lors de réunions très techniques avec des prospects ou des clients, où là, on est dans des discussions, en effet, beaucoup plus pointues, mais qui sont des réunions vraiment à caractère très professionnel, sur des publics qui s'intéressent. Voilà, dans le cas présent, c'était les infrastructures mobiles télécom. Eh bien, c'est plutôt de montrer les usages que ça génère et les bénéfices que ça produit pour une société, plutôt que d'insister sur des choses extrêmement pointues, techniques et parfois incompréhensibles. Alors, j'ai plein de questions, mais il nous reste pas beaucoup de temps, donc je sais pas comment faire. Je vais répondre juste rapidement à Ophélie par rapport à comment le journaliste préfère être contacté par Twitter, par mail, par LinkedIn. Olivier, t'as sûrement la réponse, mais je peux vous dire qu'il y a une étude Cision qui a été faite, la même que tu as montrée, sur comment les journalistes utilisent les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'ils préfèrent comme canal de communication.
Je vous donnerai le lien vers cette étude, mais la réponse, ça dépend du journaliste et de son secteur. Mais n'oubliez pas le mail, hein. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais le mail, ça fonctionne encore très bien, même si c'est beaucoup plus saturé, évidemment. Olivier, j'aurais par contre une question pour toi qui me semble intéressante. Quelle est l'image attendue par les journalistes d'un entrepreneur start-up? Il y a tellement de start-up aujourd'hui. On a l'impression qu'il y en a, mais tous les jours, qui montent des start-up. Finalement, le journaliste, qu'est-ce qu'il veut voir comme entrepreneur, à ton avis? Je ne sais pas si le journaliste a une attente précise en termes de profil d'entrepreneur. Le journaliste va s'intéresser à une start-up si il a le sentiment que celle-ci développe un service original, jamais vu, innovant. Voilà, il faut savoir qu'un journaliste, que ce soit d'ailleurs start-up ou pour plein d'autres choses, s'intéresse à ce qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment la règle qu'on apprend en école de journalisme d'ailleurs, qui nous arrange pas parfois lorsqu'on fait de la communication, mais un journaliste va s'intéresser systématiquement aux trains qui n'arrivent pas à l'heure, plutôt que ce qui fonctionne. C'est pareil pour des produits, il va s'intéresser plutôt à des produits nouveaux, différents ou améliorés, plutôt qu'à des choses très classiques. Donc pour les startups, ça va être pareil. Ça va être vraiment s'il a le sentiment que c'est un créneau porteur, que c'est intéressant pour ses lecteurs aussi, parce que le journaliste a le souci quand même aussi de ses lecteurs. Là, il va aller interroger la start-up et l'entrepreneur. D'accord. Bon, je te laisse continuer, Olivier. J'ai encore plein de questions, mais je vais te laisser finir ta présentation, puis on finira après. Puis pour ceux dont j'aurais pas posé les questions, vous inquiétez pas, on s'occupera de vous en off. Oui, pas de souci. On va vite finir effectivement. Alors, en termes de stratégie, alors encore une fois, ce sont des grandes lignes directrices pour aider à cadrer, mais c'est pas une recette magique. Mais globalement, si on veut avoir une stratégie digitale, RP, de communication qui fonctionne, il y a quand même quelques prérequis qu'il faut intégrer pour avoir un dispositif qui fonctionne efficacement. Et le premier, et c'est souvent, bizarrement, celui qui est le plus oublié, c'est que avant même de construire son dispositif ou de l'optimiser, de l'améliorer lorsqu'il existe déjà, eh bien, c'est de se pencher sur son écosystème. J'insiste, c'est une notion sur laquelle, personnellement, j'insiste beaucoup auprès de mes clients. C'est comprenez mieux vos écosystèmes, comprenez mieux qui suit vos comptes Twitter, Facebook, etc. Comprenez mieux ce que vos communautés disent de vous, quels sont les sujets sur lesquels elles attendent des informations de votre part. Ça vous donnera des informations extrêmement utiles pour mieux calibrer votre propre communication, plutôt que de partir parfois, comme j'en vois certains, un petit peu à l'aveuglette, qui se font plaisir, qui font des très beaux sites, des très belles pages, etc. Et puis qui après sont un peu dépités parce que l'engagement n'est pas forcément au rendez-vous, malgré les achats de Facebook Ads, etc. Ben ouais, parce que tout simplement, on ne connaissait pas, on s'était pas assez bien penché sur les publics, sur les cibles, et on est passé à côté de leur véritable centre d'intérêt. Donc c'est vraiment la cartographie de communauté, l'audit de compte, l'analyse de conversation, c'est le premier pas essentiel à faire. Et même de leurs journalistes, hein, puisque moi je vois beaucoup de mes clients qui envoient je ne sais combien de journalistes, alors finalement il y en a 10 qui comptent et 10 qui feraient bien de connaître sur le bout des doigts. Exactement, c'est mais exactement la même règle que pour les journalistes, et pour avoir été vraiment journaliste et maintenant blogueur où je reçois aussi quantité d'informations, je constate malheureusement qu'il n'y a toujours pas ce ciblage, alors que et du coup on est encombré, on lit plus, ça a tendance à agacer, alors que parfois il suffit de moins de personnes que l'on touche, mais les vraies bonnes personnes qui elles vont après répercuter auprès de leur propre communauté, plutôt que de faire de l'envoi en masse en se disant ça va finir de toute façon par ressortir quelque part. Ça ne marche pas bien. Le deuxième point, ensuite, eh bien, c'est à la lumière justement de tous ces enseignements, c'est vraiment de remanier votre présence en ligne, de l'adapter et de la faire évoluer en permanence, parce que on sait que le milieu digital évolue lui-même.
un exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, mais j'y reviens, c'est Instagram. Instagram, il y a 4-5 ans, c'était un réseau relativement confidentiel qui touchait essentiellement soit les gens de la mode, soit les gens du food, puisque on voyait beaucoup de photos de plats. Aujourd'hui, Instagram est devenu un réseau social extrêmement puissant. Donc ça suppose en permanence, quand on est en charge de stratégie IRP et communicante, d'être à l'affût, pas forcément systématiquement aller par effet de mode sur tel ou tel nouveau réseau, mais d'essayer de comprendre à chaque fois quel peut être éventuellement le bénéfice qu'on peut en tirer pour nos relations presse et nos relations publiques au sens large, parce que les journalistes, eux, s'intéressent à ce que s'intéresse le public. Donc c'est vraiment là-dessus avoir une présence digitale agile et active. Alors c'est marrant Olivier, ça va vraiment dans ce que tu dis, mais moi je travaille avec beaucoup d'influenceurs, journalistes, et surtout chez les influenceurs, ce qu'ils me disent, mais nous ce qui nous intéresse, et les communicants ne comprennent pas, c'est de rester influent. Donc j'ai besoin de contenu de la part des communicants qui soit suffisamment attrayant pour mon audience pour que ça m'intéresse de les relayer. Et c'est vrai que cette simple chose, les communicants ont du mal à l'entendre. Donc la question, c'est est-ce que nos propres contenus sont vraiment intéressants pour l'audience de nos journalistes ou de nos influenceurs? Parce que le journaliste, c'est de plus en plus ça aussi, hein, être beaucoup lu finalement. Exactement, exactement, et c'est pour ça qu'il faut vraiment se pencher sur l'intérêt et la valeur ajoutée de nos contenus, et pour essayer de savoir ce qui va vraiment être perçu comme valeur ajoutée, on en revient au point 1, c'est de comprendre qu'est-ce qu'attendent nos publics, de quoi ils parlent, quelles sont leurs préoccupations du moment, et si on a, nous, des choses pertinentes à dire sur ces sujets-là, là, effectivement, on a toutes les chances d'interpeller et les journalistes et les influenceurs. Et ça m'amène justement à ce fameux point 3. On n'a pourtant pas répété, mais les transitions sont très bonnes. Vraiment, ces contenus, il est travaillé en permanence sous diverses formes. Ne cédez pas forcément aux injonctions de certains qui disent maintenant il faut faire du tout vidéo, ou il faut faire que de l'écrit, il faut faire que des articles courts ou que des articles longs. Ça, c'est vraiment des discussions qui, pour moi, sont relativement stériles. Tout dépend des habitudes de lecture, de visionnage, de consommation des médias de vos publics, encore une fois. C'est vrai que vous aurez parfois des publics plutôt fans de vidéos courtes, mais vous en aurez aussi qui pourront tout à fait lire un texte long de plus de 3000 ou 4000 signes sur Internet, parce que eux, ce sont des gens qui veulent de l'info beaucoup plus détaillée, etc., etc. Donc ne vous privez pas dans les formats, mais essayez de comprendre justement quels sont les formats qui attirent, qui plaisent le plus à vos publics. Et ça peut être des formats auxquels on s'attend un petit peu moins, mais qui marchent aussi très bien parfois. Ce sont les podcasts, par exemple, ce sont les infographies. Maintenant, on fait même des infographies dynamiques qui sont animées, qui sont vivantes et qui captent bien les publics. Et ça, c'est vraiment important de travailler le fond de ces contenus et puis le format qui va servir pour le présenter aux différents publics que vous voulez toucher. Et enfin, le dernier point, c'est de maintenir une veille, parce que c'est bien de diffuser des choses, mais il faut suivre. Alors, ça aide déjà à mesurer l'impact, et puis à justifier auprès de sa direction les éventuels points justement de performance. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, mais il va vite s'éteindre. Des points de performance. La veille, c'est aussi extrêmement important pour capter de nouvelles opportunités de conversation avec vos publics, et aussi repérer d'éventuels signaux faibles de crise ou en tout cas de situations un petit peu tendues. Donc ça, c'est vraiment important, tout en ayant une stratégie de contenu et de relations et de discussion au long cours, avoir toujours cette veille, être toujours au fait de ce qui se passe dans votre écosystème. Vous serez vraiment là en capacité d'être un acteur agile, crédible et perçu comme à l'écoute vraiment de ces communautés. Alors Olivier, j'ai une question sur quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, moi, c'est ce qu'on appelle la co-création justement avec des influenceurs. Parce que ça a le mérite déjà d'être sympa pour l'influenceur, parce que finalement, on lui pose enfin la question, mais que veut ton public? Et puis de créer ça, marque et influenceur ensemble.
Est-ce que tu l'as déjà fait, toi, en tant qu'auteur du blog de communicants, des campagnes de co-création avec une marque sur un contenu et qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Alors, je l'ai très peu fait, mais je l'ai fait. J'en fais une actuellement. Pour moi, mais alors après, chacun a encore sa propre religion sur le sujet, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne m'associe en principe avec une marque que déjà si elle est de mon domaine, parce que parfois j'ai des sollicitations de marques, je me demande d'ailleurs pourquoi ils viennent me contacter. J'ai récemment eu une marque de fromage. Bon, je ne savais pas que j'étais un spécialiste du fromage, mais bref, même si j'adore le fromage au demeurant. Donc j'essaie de m'associer avec des marques qui font sens avec mon métier, et ensuite des marques pour lesquelles je sais elles apportent un service, un produit, une fonctionnalité vraiment concrète et vraiment avérée. Je vais me renseigner avant sur qui me propose quoi pour être sûr que, et là c'est ma propre réputation d'influenceur qui est en jeu. Je vais pas faire le relais de finalement une marque qui est pas forcément très crédible ou qui a tendance à survendre. Une fois que je comprends mieux, alors effectivement, ça peut passer par des collaborations. Par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire une série d'interviews de directeurs marketing sur le marketing d'influence pour le compte d'un autre éditeur de logiciels. Qui n'est pas concurrent de Cision d'ailleurs, parce que je veille aussi à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Voilà comment je travaille. Mais après, tout le monde n'a pas cette approche. Hein. Il y a des gens un petit peu moins vertueux. Il ne faut pas croire que les influenceurs sont plus, oui, vertueux et éthiques que parfois des journalistes. On trouve de tout. On trouve des gens qui sont vraiment bien, à l'écoute, bienveillants, et puis des gens qui sont très opportunistes et d'ailleurs pas forcément intéressants pour une marque. Et c'est pas par hasard si récemment le groupe Unilever, qui est quand même une grande multinationale, a annoncé qu'il allait opérer un gros nettoyage dans son portefeuille d'influenceurs digitaux, parce qu'il s'aperçoit que, il y a beaucoup de gens qui sont là surtout pour profiter, mais qui ne rendent pas vraiment service ni d'ailleurs à leur communauté et ni à la marque qui les sollicite. Mais c'est quelque chose que tu peux conseiller aux gens aux clients qui font appel à toi pour leur stratégie de com, s'ils trouvent le bon partenariat avec les mêmes valeurs Exactement. Et puis ça passe aussi par de la relation offline, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître. Mais là encore, on retrouve des mécanismes très similaires avec les relations presse. Si on veut travailler intelligemment avec les journalistes, ça suppose aussi apprendre à les connaître et pas uniquement repérer leurs noms et les mettre dans un fichier et puis leur envoyer ponctuellement des informations. C'est aussi de prendre le temps de se parler, de se connaître, et ça enrichira vraiment la qualité de la relation. Et bien sûr, après toute l'activité digitale qui s'en suivra, eh bien, aura d'autant plus d'impact qu'il existe déjà un relationnel, une confiance entre les deux entités. Et ça sera pour le bénéfice de chacun, parce que le journaliste ou l'influenceur aura du contenu intéressant pour ses lecteurs, et puis la marque, elle, sera contente parce que son contenu sera vu par des communautés qu'elle n'aurait peut-être pas pu atteindre en direct elle-même. Écoute Olivier, je vais arrêter les questions, il y en a encore beaucoup, et merci beaucoup d'avoir participé. Je vais te demander de conclure du coup sur le webinaire. Écoutez, en conclusion, vu que j'ai balayé un spectre relativement large, c'est un petit peu difficile, mais je pense que dans la conclusion, c'est s'il y a vraiment une chose à retenir, elle peut sembler évidente ce que je vais vous dire, mais d'expérience, j'observe qu'on l'oublie souvent, c'est penser justement à vos publics, à vos communautés, à vos journalistes, à leurs attentes. C'est ça, je pense, le succès clé d'une stratégie de communication, d'une marque qui sera visible, aimée, appréciée. C'est vraiment de s'enquérir de ça. Et aujourd'hui, l'avantage du digital, c'est qu'on a des outils pour le faire. Là où avant, c'était parfois même notre intuition ou alors notre connaissance pointue du terrain physique
qui faisait la différence. Là, on a des outils en plus qui permettent de mieux comprendre, de mieux cerner les attentes. Donc c'est vraiment ce point-là qui est à travailler parce que il est crucial dans le succès d'une campagne. Merci beaucoup pour toutes vos questions, pour toutes vos gentilles remarques et pour tous vos merci qui arrivent. Et je vous souhaite un bon appétit.